que visionnaire. Oui. Il était bourreau parce que, comme j'ai dit là, l'impôt, c'est obligatoire. Oui. Bon, il y en a qui n'ont pas les moyens, comme maintenant, là, de payer à temps ou alors de payer du tout. À ces gens-là, vraiment, j'ai dit, il les humilie, hein, pour qu'ils soient obligés de payer. Oui. Ben, lui, il faut qu'il rende compte. Oui. Et il rendait compte positivement à ses chefs blancs, qu'il appréciait et il ne voulait pas être pris à défaut. D'ailleurs, plus loin, on verra bien, si on arrive là, c'est dans, qu'on appelle ça, c'est dans la collecte de ces impôts qui est différent avec Tiano Clairon. Oui. Qui était celui-là. Exact, qui allait dans les hameaux, collecter l'impôt, qui venait reverser, puis voilà, David Tondon qui versait donc la quote-part du village. Il fait un moment où l'autre a pris des libertés, David Tondon a constaté qu'il y avait des trous. Et des trous exactement, et il n'a pas couvert par rapport à l'administration. Il n'a pas couvert, donc il était allé en prison. Oui. Bah, David Tondon, s'il avait couvert, enfin ça c'est moi qui le dis, hein, s'il avait couvert, c'est comme s'il était complice. Oui. Il avait fait de le couvrir. Voilà. Alors la bagarre est partie un peu. En fait, de la prison déjà, et il y a eu des manœuvres, il y avait des la manœuvres prison, de la part du RDA. Exhumé le voir, ils ont trouvé pour le pomper, un peu contre l'autre. Il dit voilà, il t'a fait venir en prison et tu ne mérites pas ça avec tout ce que. Voilà. Alors, il est sorti de prison transformé. Oui. Et carrément, il a pris la casquette à l'envers. Oui. Il s'est mis ouvertement contre David Tondon. Et voilà, donc l'animosité est partie comme ça. Il était soutenu par le RDA, j'ai dit qu'il était très très fort sur le terrain, d'ailleurs partout en Guinée, il était très fort. Il parle beaucoup de ça, Aimé ton papa. Ah oui, oui. Il y avait une propagande de sabotage, même, et justement, Tierno Clairon était employé à ça aussi, à faire en sorte que les gens refusent, se rebellent, se révoltent contre l'administration coloniale, puisque lui, il était considéré comme un valet de l'administration coloniale. Il était présenté par Tierno Clairon, qui désormais était devenu son ennemi juré, comme étant un personnage vulgaire, etc. et tout. Et puis, il y a une description très forte aussi de ces événements, pour aller un peu plus vite, parce qu'effectivement, bon, on ne peut pas parler de tout. L'objectif aussi, c'est que les téléspectateurs puissent, pour satisfaire leur curiosité, puissent effectivement se procurer de l'ouvrage pour avoir plus d'informations. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir de la libération de Tierno Clairon, donc qui est devenu maintenant, on va dire, un ennemi de David Tondon, qui va s'engager avec la bénédiction du RDA, en tout cas d'après l'ouvrage, pour saboter et le travail et tout ce que David Tondon faisait donc dans cette localité, notamment auprès des paysans, éleveurs, agriculteurs, partout. Et donc, chose aussi que David Tondon ne pouvait pas laisser faire. Il ne pouvait pas laisser faire. Parce que lui, il dérangeait David Tondon. Oui. Il dérangeait l'évolution, la progression du RDA sur le terrain, dans sa juridiction. Oui. Il dérangeait le RDA, il dérangeait le parti. Parce qu'avec toute sa stature et tout, du fait qu'il collaborait, il arrangeait l'administration française, l'administration coloniale, et du même coup, il dérangeait la progression du RDA. Oui. Et donc, enfin, je ne vais pas anticiper jusqu'à ce qu'il y ait un guet-apens. Oui, non, il faut qu'on y aille directement. Bon, on va y aller directement. Je veux dire, alors, vous avez dit tout à l'heure, il s'est passé beaucoup de choses, on va dire comme ça, téléspectateurs. Il s'est passé beaucoup de choses avant d'en arriver à ces événements qui ont... Tierno Clairon, on le rappelle, c'était le mari de Mbalia Camara. Oui. Et David Tondon a donné Mbalia Camara en mariage à Tierno Clairon. Oui. Conclusion, on peut dire que Mbalia Camara, c'était la protégée. Oui, d'une certaine façon. Protégée. Et c'est ce qu'Émile, ton papa, aussi tout à fait, essaie de démontrer. C'est moi qui dis protégée, c'est pas comme ça, mais en fait, c'était la protégée. Oui. Voilà.
Et il y a eu un guet-apens. Ce qui est bizarre dans tout ça, là, tout le monde a parlé de la mort de Balia Camara, de son assassinat à Tondon. L'accident ou l'incident a été, ça s'est passé à Tondon. Oui. D'accord. Mais tout le monde sait aussi qu'elle est décédée à l'hôpital Balé. Balé, Niasdine, actuel Niasdine. Actuel Niasdine, le 8 février. En fait, elle est décédée le 8 février, mais on l'a enterrée le 9 février. Donc, c'est le 9 février qui est en fait fêté. Mais elle est décédée effectivement le 8 février 1955. Mais curieusement, là, vous et tout le monde, moi compris avant d'avoir vu ce livre, personne n'a parlé de la date de l'incident. Oui. La date où la dame Balia Camara a eu le ventre tranché. Le ventre tranché. Personne n'a parlé de ça. C'était le 3. Non, c'était le 31 janvier. Oui, pardon, oui, le 31 1955. Oui. Donc elle est décédée 9 jours après, en ayant le ventre tranché, un fœtus de 8 mois dans le ventre, qui était maintenant à l'air libre. Elle n'a reçu aucun soin médical pendant 9 jours. Elle vient décéder à Conakry, à plus de 150 km. Et ce que je veux dire aussi, elle a été transportée à pied dans un hamac de Tondon, d'abord à Dubreka, en mettant 3 jours à pied pendant qu'elle saignait. Sur des routes, sur des petites routes, parce que de peur d'être attaqué, exactement. Ils évitaient la grande voie. Ça, c'est l'ouvrage. Hein? Enfin, voilà. Non, c'est ce que je répète là. Et de Dubreka, on n'a pas pu la recevoir parce qu'on a estimé que c'est grave, ils n'étaient pas équipés, pas... Les gens ont pris un combat là dans un hamac à pied, ils sont venus à Kagbélé pour attraper le train Conakry-Niger. À chaque fois sur le parcours aussi qu'elle se plaignait. Bien sûr. Et avec des traitements rudimentaires. Même pas adéquats en tout cas, pas médical. Pas adéquat, voilà. Il parle de... Alors, dans la logique, quelqu'un qui a le ventre ouvert, avec un bébé de 8 mois là-dedans, ayant fait tout ça là pendant 9 jours, avant de mourir. Alors moi, j'étais inquiet. J'ai demandé à des spécialistes, des médecins, docteurs, dans ce cas-là, même une personne normale qui n'est pas enceinte du tout, ventre tranché de part en part, comme on l'a dit, combien de temps vous donnez à vivre? Il y en a des médecins qui m'ont dit la mort est quasi immédiate. D'autres ont dit au bout de quelques heures, 30 minutes, et ainsi de suite. Alors là, c'est étonnant, parce que personne n'a parlé de la date de l'incident. Entre l'incident et le décès, ça se passait 9 jours, sans aucun soin médical. Je vous renvoie le truc. Allez, bon, moi je renvoie, vous me renvoyez la parole, moi je renvoie à nos téléspectateurs pour les inviter à lire cet ouvrage, parce qu'effectivement, ce que vous dites est raconté avec une minutie pas possible dans l'ouvrage, parce qu'effectivement, pour aller assez rapidement, ce que je voudrais qu'on évoque aussi d'autres aspects, mais pour aller rapidement, c'est qu'effectivement, le guet-apens dont vous avez parlé, effectivement, était monté contre David. A eu lieu le 30 janvier. Voilà, le guet-apens a eu lieu le 30 janvier, et donc David Tondon, avec, on va dire, un peu... toute sa cour. Se déplaçait pour aller à une cérémonie de baptême, où on devait lui donner le nom du bébé. Et donc, il est allé là-bas, et puis il en a profité pour sensibiliser les gens, parce qu'il y avait les velléités dans les villages, parce que Clairon était passé par là. Voilà, pour ne pas que les gens payent les impôts et tout. Et donc, au retour, paisiblement, pendant que personne ne s'y attendait, le cortège, en tout cas de David Tondon, va être attaqué. D'ailleurs, Émile ton papa, l'auteur, il le dit, quelque part, la présence de Thierno Clairon a été signalée dans les parages de l'attaque du cortège de David Tondon. Alors, ça ne s'est pas bien passé. David Tondon était même, justement, je vais raccourcir, mais
tout ça est décrit avec beaucoup de détails. Il en vient même à se battre avec son sabre. Oui, bien sûr. Il a même tranché le poignet d'un de ses assaillants. D'un des assaillants. Donc justement, et tous ces événements se font là. Et donc c'était, clairement, c'est dit, c'était un coup monté par le Thierno Cléron, donc le RDA, contre David Tondon. Les hostilités, l'objectif des hostilités était clair, c'est de faire tomber David Tondon, c'est donc en passant par la démarche qui consiste à dire aux populations que l'autre, il est là que pour servir, donc en sévissant, pour servir le colon qui a déjà fait subir par le passé toutes les humiliations aux populations, etc. Tout ce discours à l'époque qu'on peut bien attribuer au RDA. Et donc tous ces événements-là se font sous fond de politique, il faut encore le dire, le souligner, sous fond de guerre politique, de rivalité politique. Exactement. Et on est à fond dans ça. Et suite à cette attaque, donc je crois David Tondon informe très rapidement l'administration coloniale. Les événements sont passés le 30 janvier. Oui. Et on a averti les forces de l'ordre qui étaient basées à Dubreka. À Dubreka. Et ils sont venus que le 31 janvier au petit matin. Oui. Voilà. Pour venir, on va dire... Mettre la calmie, oui, la calmie, disperser les gens. Parce que, réprimer tout à fait, exactement. Cette velléité de rébellion, entre guillemets. Donc ça fait beaucoup de bruit. Et puis effectivement, les gens étaient aussi un peu dans la résistance. En gros, pour parler brièvement du contexte. Exact. Et il y avait des... Pour disperser justement... alors, quelque chose d'extrêmement intéressant. Les militaires qui sont arrivés donc en véhicule devaient retourner en ayant ramené un peu de calme. Et d'autres, on va dire comme ça, belligérants, ont trouvé l'idée de couper des troncs d'arbres, des arbres pour barrer la route au camion. Alors, toujours, j'essaie de rester dans ce que j'ai lu. Pendant justement, entre les coups de feu et les gaz lacrymogènes, les bruits sont parvenus à Mbalia Camara, dites-vous, était même pas sur le lieu, sur place. Était au Marigot avec un groupe de femmes qui faisaient le linge là. Et voilà. Alors, quand ils ont entendu ces bruits, des coups de feu, des éclats de grenades, des explosifs, de peur, de panique. Alors, ils ont tous accouru pour rentrer à la maison. Oui. Alors, c'est là que j'ai dit que la mort de Mbalaka n'a pas été assassinée, mais elle a été à un mauvais moment, au mauvais endroit. Oui. Voilà. D'accord. Et peut-être pour compléter, tout ça se passe dans la mauvaise période. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, du propos du livre, la mort de Mbalia Camara fut une mort accidentelle. Accidentelle. Même pas intentionnelle. Excusez-moi, quand on a commencé là, vous disiez aussi l'assassinat. Oui, non, mais je dis, oui. C'est la mort. Parce que moi, je suis un lecteur. Non, bien sûr. Voilà. Alors, à cela, je disais aux gens, les gens qui m'ont posé la question, avant que j'ai lu ce livre, j'étais comme tout le monde. Quand vous aurez lu ce livre, vous serez comme moi. C'est convaincu. En tout cas, les irréductibles, les vrais irréductibles, ils vont quand même douter. Et je vous dis, monsieur Koné, il y a plein de gens qui doutent maintenant. Sans compter une bonne partie des gens qui disent « Ah, on s'est fait avoir. Ah, ben attends, on nous a trompés, on nous a... » Voilà. Alors ceux-là sont déjà convaincus comme moi, mais il y en a plein qui doutent maintenant.
Allez, donc ce petit ouvrage ouvrage posthume, Mbalia Camara n'a pas été assassiné, c'est le titre de cet ouvrage posthume d'Émile Ton-Papa, notre regretté Émile Ton-Papa, qui fait un clin d'œil à l'histoire, à cette histoire, on va dire comme ça, qui a fait couler beaucoup d'encre et certainement qui va continuer à en faire couler, puisque effectivement, je ne sais pas comment ça va être reçu du côté des militants du PDG-RDA. Je vais vous dire. Parce qu'effectivement, elle a été érigée en figure emblématique, tout à fait. Martyr du personne, colonialisme. Le livre n'est pas contre ça. Chacun a sa destinée et tout et tout. Le livre ne parle pas de ça. Et que ce soit héroïne, que ce soit... C'est un symbole. Le livre dit seulement qu'elle n'a pas été assassinée, encore moins par David Tondon. Bon, vous parlez de ces militants-là. Moi, je veux bien. Mais que ces militants sachent que personne n'a le monopole de la vérité. Et moi, compris. Personne n'a le monopole de la vérité. Et la vérité d'une époque, la vérité imposée pendant plus de 60 ans, c'était que la vérité d'une époque et d'un système qu'on recuse maintenant. Alors que d'autres apportent des éléments contradictoires pour mettre en balance avec ce qui est écrit là. Moi, j'attends. Allez, clin d'œil historique de la part, en tout cas au travers de cet ouvrage posthume d'Émile Ton-Papa. Mbalia Camara n'a pas été assassiné, et justement Tiani Yassane, qui est aussi auteur, écrivain, qu'on va recevoir ici, qui a fait éditer avec l'accord, il faut encore le souligner, de la famille d'Émile Ton-Papa, de cet ouvrage. Et effectivement, Tiani Yassane est justement la personne qui a reçu des mains d'Émile Ton-Papa le manuscrit de l'ouvrage. Donc en gros, vous le dites aussi dans l'ouvrage, vous avez fait publier l'ouvrage pour respecter la volonté du défunt, même si ça vous fait porter une lourde responsabilité, responsabilité de dire que la thèse qui circule depuis des décennies et des décennies sur comment Mbalia, si l'assassinat, entre guillemets maintenant, je me permets de faire comme ça, l'assassinat, entre guillemets, de Mbalia Camara n'est pas vrai. En clair, c'est ça, et tout est expliqué dans l'ouvrage. À présent, mesdames et messieurs, on va passer à la deuxième rubrique de notre marque-page, consacrée exclusivement à cette histoire tragique aussi, qui est politique aussi, qui est même sociale, on va dire, et qui aborde, malgré que ce soit petit, plusieurs éléments, et de cette histoire, cette petite agglomération de Tondon, c'est toute l'histoire coloniale qui est visitée d'une certaine façon. Mesdames et messieurs, à présent, on passe au marque-page. Marque-page sur l'ouvrage Mbalia Camara n'a pas été assassiné. Page 16. Il s'agit de David Tondon. Almami Bella Ansoumani, père de Daouda, était un monarque puissant et fortuné en poudre d'or, en bétail, en ivoire et en esclaves hérités, depuis la période précoloniale, esclavagiste, jusqu'à celle d'exportateurs allemands, puis celle française de négoce dans les Dédales, se trouve dans l'île sauvage de Tombo en 1875, en Guinée côtière. Avant la venue au monde du petit prince Daouda en l'an de grâce 1895 à la cour royale épicurienne de Farénia, le Labaya actuel faisait partie intégrante d'une confédération de 5 provinces Soussou, plus ou moins fertiles, actives et turbulentes, à savoir. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais sinon, j'avais voulu poser la question de savoir pourquoi Émile Ton-Papa qualifie ces 5 provinces Soussou de fertiles, oui, ça on a compris, actives, on a compris, mais de turbulentes. Voilà. À savoir, je les cite, les 5 provinces Soussou, le Farénia ou Labaya, donc là où se trouve Tondon, le Kania ou Kindia, le Moria ou Mélakoré, le Buramaya ou Bramaya, le Sumbuya, enfin le Soumambosia, partie côtière de l'ancienne principauté du Kaloumi, donc Kaloum actuel.
Très rapidement, oui, allez-y. Très rapidement. Oui. Le troisième nom, le Moria. Oui. Je suis Maurianais et mon village, Mélacouré, le Moria ou la Mélacouré. Oui. Alors, si on qualifie de ces coins-là de turbulents, c'est fondé. Ah oui. Mélacouré, donc Falmoya, c'est le nom administratif, hein, mais Mélacouré, et si vous lisez Tranche de vie, j'en parle là-bas. Oui. C'est un village martyr. On a connu la guerre civile, comme à Tondon là, juste avant l'accession de la Guinée à l'indépendance. Mes parents à moi, et la plupart des gens respectables de ce coin-là, je dis ici maintenant, au fort, parce qu'on l'a été, on était tous BAG, BAG. non pas RDA. D'accord. Il y a eu le RDA là-bas, qui était tellement fort comme à Tondon. Ils sont très forts, très puissants. Il y a eu la guerre civile là-bas. Moi, je vous dis, je l'ai répété ailleurs, mes parents ont traversé la frontière pour aller en Sierra Leone. Beaucoup, comme à Tondon d'ailleurs aussi. Eh ben il y a eu beaucoup de fuites comme ça. Enfin, voilà, donc, je suis Moria, je suis content que ça soit là. Moria ou Mélacouré, c'est chez moi. D'accord. Allez, donc on poursuit très rapidement notre marque-page. L'Almami Bella Ansoumani, le fougueux, avait hérité d'une écurie de plus de 200 chevaux, monté par des cavaliers aguerris à cheveux tressés. Ce monarque était également propriétaire de nombreux troupeaux de bovidés et d'ovidés dont la garde était confiée à des esclaves semi-affranchis. À cause de son intelligence précoce, le jeune Daouda, ça c'est David de Tondon, à cause de son intelligence précoce, le jeune Daouda fut confié dès 1905 à l'âge de 10 ans, d'abord à des maîtres Peuls d'école coranique à Baguinais, ensuite à Télimélé, des villages situés à quelques 16 à 20 lieues de la capitale oligarchique austère du royaume des Mangas de Faria. Il fut instruit suffisamment de l'écriture arabe sur des tablettes de bois de Moïse et de récitation d'irambique des préceptes de l'islam. Ce qui est intéressant dans son parcours, dans son instruction, c'est-à-dire qu'il a appris le Coran, il a appris la Bible, il écrit et lit l'arabe, il écrit et lit le français et pas que, parce qu'effectivement, on va apprendre que, je crois, le latin aussi un peu. Mais il était appointi. Oui, voilà. Donc en gros, c'était une lumière, en tout cas, il est décrit comme cela par Émile Tonpapa dans l'ouvrage Mbalia Camara n'a pas été assassiné. À présent, mesdames et messieurs, on va passer à un autre extrait de lecture. Cette fois-ci, ça va être la page 13. Le Labaya et l'Almami David Silla. Alors, avec cette question, que savez-vous de l'assassinat en 1955 d'une paysanne du nom de Mbalia Camara à Tondon, dans le canton de Labaya? Réponse de Émile Tonpapa. Sans vouloir tenter de dédouaner ce chef traditionnel du canton de l'Abaya des brutalités, des excès, des crimes réels ou supposés au sujet desquels l'Almami David Silla fut bel et bien arrêté par 2 fois par l'administration coloniale. Il fut jugé dans les normes et condamné. Il est à noter que chacune de ces peines a été purgée. La première fois à Conakry et plus tard pour la deuxième condamnation purgée à la maison d'arrêt de Kouroussaville. Avant la fin de cette dernière sanction pénale, David Tondon sera libéré et réhabilité dans tous ses droits civiques comme tant d'autres sous le même régime colonial. Il fut affecté en 1944 en qualité de responsable de l'important service de ravitaillement en denrées alimentaires de la ville de Conakry, c'est-à-dire peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Par ailleurs, l'on a écrit abondamment autrefois des pamphlets à cercle dont certains journaux antagonistes et l'on soutient encore de nos jours que ce fut bel et bien le chef du canton de l'Abaya, cercle de Dubreka, en l'occurrence l'Almami David Silla, armé d'un sabre affûté à la suite d'une estocade qui aurait eu à transpercer de part en part le ventre de la dame Mbalia Camara, enceinte de 8 mois. Elle était l'épouse du sieur Tierno Clairon, ancien garde du corps de l'Almami David Silla. Sans état d'âme, je réponds, et ça c'est Émile Tonpapa, l'auteur donc qui dit, sans état d'âme, je réponds, non, ce n'est pas lui et je m'inscris ici en faux.
Fin des citations. Oui. Et ça, c'était le deuxième extrait. Par la suite de l'histoire, elle est dans le livre, mesdames et messieurs. Alors, on va se permettre de... Oui, allez-y, très rapidement. Là, Oui. vous disiez là tout à l'heure qu'il a été, pour certains excès et tout plus tard, il a été condamné par 2 fois Oui. et qu'il a purgé. Oui. Mais personne ne vous dira qu'il a été arrêté, condamné pour l'assassinat présumé de Mbalia Camara. C'est Oui. qu'il ne pas. Oui. Oui. Allez, un dernier petit extrait encore sur l'ouvrage Mbalia Camara n'a pas été assassiné. Là, c'est au hasard. On tombe sur la page 52, dernier paragraphe. Monsieur le Président, je confesse devant vous, devant mon frère Émile et mon fils aîné qui m'accompagnent, que je m'étais trompé et lourdement trompé de ne vous avoir pas compris si tôt. Soyez persuadés que mon exil, mes années d'isolement, de méditation et de réflexion m'ont appris beaucoup de choses au Sénégal. Je viens vous remercier de tout cœur de m'avoir permis de revoir mon pays pour le servir utilement à vos côtés. Monsieur le Président, mon cher frère, que Dieu, qui seul connaît la vérité au fond de nos cœurs pour l'absolution, la sincérité et le pardon, vous bénisse. Fin de citation. Oui. Ça, c'était David qui parlait comme ça. À son retour d'exil du Sénégal. Et il faut noter qu'il a été exilé, non pas à cause de la, mais pour le protéger. Oui. Et il est parti avec certains opposants d'ailleurs, je vais citer Amara Souma, les Sadou Bobo et tout, ils sont partis par le même navire à Dakar. À Dakar. Mais eux, ils étaient des politiciens, l'autre, bon, bref. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, donc justement, cet ouvrage Mbalia n'a pas été assassiné, ouvrage posthume d'Émile Tompapa qui a été fait publier avec l'accord, bien sûr, l'autorisation de sa famille par monsieur Tiani Sissé qui est venu en parler avec nous, Tiani Yassane qui est venu en parler avec nous sur le plateau de Parenthèse. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique de notre émission Parenthèse, et bien justement pour poser quelques petites questions à notre auteur face caméra. Monsieur Tiani Yassane, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais vous poser la question suivante. Dites-nous, monsieur Yassane, quel est l'intérêt, d'après vous, d'avoir fait publier cet ouvrage? J'ai tenu, disons, à respecter la volonté posthume d'Émile Tompapa, qui m'a remis ce document, donc le manuscrit brut, en me disant qu'il voulait en faire un livre. Et là, ça m'est resté. Ça, c'est juste avant sa mort. Et longtemps après, il y a eu un déclic. Un jour, j'écoutais une émission dans une radio privée qui parlait de décès de Mbalia Camara. Et ceux qui étaient sur le plateau, il y a eu au moins 2 interprétations contradictoires sur la mort, l'assassinat de Mbalia Camara. J'ai dit, mais tiens, je me suis dit, j'ai un manuscrit qui parle de ça et d'une autre façon. Alors j'ai dit, je vais participer au débat. Donc ce livre-là participe au débat pour alimenter, si vous voulez, pour animer le débat. C'est une autre version. Et moi, cette version-là, je l'ai donc mis sous cette forme-là, du livre, et j'assume entièrement le contenu. Monsieur Yassane, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. Dites-nous, vous avez préfacé cet ouvrage. Alors, que doit-on retenir de cet ouvrage sur l'assassinat de Mbalia Camara? Cet ouvrage vient déranger des gens qui pensaient qu'ils détenaient la vérité. Ils détenaient la vérité absolue, que moi j'ai qualifiée de vérité d'une époque, vérité d'un temps, vérité d'un moment, vérité d'une idéologie, vérité imposée. Parce que moi, comme tout le monde, on nous a tout le temps dit qu'elle a été assassinée par ce monsieur, par David Tondon, de cette façon atroce. Et personne n'a eu l'occasion, on ne pouvait même pas, parce qu'on ne pouvait pas dire le contraire. Donc c'est une vérité imposée, et maintenant il faut que la lumière soit faite. Maintenant qu'on a la liberté d'expression, la liberté d'exprimer, de dire la vérité,
Et j'ai dit ici, il faut que la vérité éclate au grand jour. C'est quoi j'ai dit à la fin de ma préface. Il y a deux sagesses, deux thèmes. Il y en a un qui dit que tôt ou tard, la vérité finira par éclater au grand jour. L'autre deuxième tour est thème, et ils sont encore nombreux qui militent en ce sens, que quand la légende est plus forte que la réalité, il vaut mieux s'en tenir à la légende. Ça, je refute. Monsieur Tiani Yansané, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. L'ouvrage posthume d'Émile Ton Papa que vous avez préfacé met en cause la thèse de l'assassinat de Mbalia Camara. Est-ce qu'il met en cause aussi la figure héroïque que l'on retient de Mbalia Camara? On ne parle pas de ça. Ça, jamais remis en cause. Prenez un peu des grandes nations, prenez un peu la figure symbolique. Oh, je voulais citer des pays comme par la Guinée. Mais disons, la Marianne, qui est symbole de la République française, c'est qui Marianne? On peut prendre n'importe qui, ou alors quelque chose de symbolique. Il y en a qui m'ont dit, d'ailleurs, que Mbalia Camara, c'était la Jeanne d'Arc française. Non, on peut prendre ce qu'on veut, mais ça n'a jamais été remis en cause dans ce livre, qu'elle soit héroïne, qu'elle ait été choisie comme héroïne, comme héroïne, pardon, comme martyr, je veux dire. Le livre ne parle pas de ça. Ce que le livre dit, il ne met pas en cause, mais contredit carrément, il apporte des éléments, qu'elle n'a pas été assassinée par David Tondon. C'est ce que le livre dit. Le fait qu'elle soit érigée en héroïne nationale, martyr et tout, on ne parle pas de ça du tout et je ne m'engage pas dans ça. Monsieur Yansané, merci. Je vous remercie, monsieur Koné. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ici prend fin donc ce numéro que nous avons consacré pour vous donc à cet ouvrage. Mbalia Camara n'a pas été assassiné, ouvrage posthume d'Émile Ton Papa, préfacé par Tiani Yansané, qui lui-même est venu sur le plateau pour en parler. On se dit à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir.